Avant d'introduire cette question, que faire devant une élevation prématurée sur la progestérone, je voulais répondre à mon avis sur la double stimulation. On est au Maroc, on le sait très bien, c'est interdit de les femmes donneuses. Je crois que devant une femme mauvaise répondeuse, en atte- en attendant qu'elle soit mauvaise répondeuse, et que les femmes ont des problèmes pour faire des FIV pour leurs moyens, moi, ce que je propose aux patientes avant, quand j'ai un bilan hormonal comme ça, je dis dès le départ, je vous propose une double stimulation. Parce que, et on le sait, et c'est prouvé qu'on a des embryons de mauvaise qualité dans la phase lutéale. Et je crois que les gens qui ont des problèmes pour la double stimulation, je crois que c'est problème de protocole, comment gérer le protocole de la double stimulation. Maintenant, je réponds à sur la question qui m'a été posée, que faire devant une élévation prématurée de la progestérone de la stimulation ovarienne? Je n'ai pas trouvé beaucoup de réponses. Je n'ai pas de réponse à cette question. Je vais juste faire un petit rappel pour dire que la progestérone est sécrétée par le corps jeune et qu'elle prépare l'utérus à l'implantation et au maintien de la grossesse. Et cette progestérone, elle doit être entre 5 et 20 nanogrammes par millilitre. En phase folliculaire, on est en train de penser que la progestérone joue un rôle actuellement dans l'induction de la LH. Et la progestérone doit être inférieure à 1 nanogramme. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les cycles spontanés? La prise d'implantation est située entre J6 et J9 après le pic de LH. Dans les cycles substitués, elle est entre J4 et J7 après l'administration de la progestérone. Maintenant, quand on donne de la FSH, nous, dans les cycles stimulés, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est que les taux excessifs de FSH conduisent à un développement, on le sait, multifolliculaire, et chaque follicule va participer à l'augmentation de cette progestérone. La FSH, on le sait, stimule directement les cellules de la granulosa 1 et déclenche ainsi l'expression de la 3-bêta-déshydrogénase et va produire de la progestérone avec une conversion de prégabalone en progestérone. Toutes ces données nous donnent que la stimulation augmentant de la FSH et surtout en phase folliculaire tardive cause l'élévation de la progestérone. Alors, c'est encore pire chez les femmes mauvaises répondeuses parce qu'on a tendance à donner plus de FSH et ces femmes mauvaises répondeuses, comme l'a dit André tout à l'heure, perdent un quart du génome mitochondrial, les récepteurs de la FSH sont moins nombreux, l'aromatase est effectivement plus basse. Cette progestérone, quand elle s'élève pendant la stimulation, qu'est-ce qui se passe? Ben, déjà, il y a un problème sur la réceptivité endométriale parce que des gènes ont étudié comme l'OXA10 et l'OXA11 et en conjonction avec ces gènes, des protéines qui ont plusieurs fonctions, l'effet redox, réplication des protéines, activité des protéines chaperons, et ces protéines qui jouent un rôle dans l'implantation embryonnaire et l'attachement d'embryon vont être dérangées par cette progestérone qui s'élève. Liu a montré qu'une progestérone élevée le jour d'ACG était associée avec un nombre élevé de cellules natural killers. Et donc la progestérone exerce probablement et indirectement des effets via des cytokines sur la réceptivité endométriale. Et c'est prouvé que la progestérone prématurément élevée inhibe le LIF et l'expression des récepteurs aux oestrogènes de la progestérone et augmente la désocialisation de l'endomètre, de façon autant qu'on donne des doses plus efficaces. Est-ce qu'il y a un effet de la progestérone élevée sur les ovocytes? Peu d'auteurs concluent à un effet délétère de cette progestérone élevée. Et pour la majorité, la progestérone n'a aucun effet, ni sur les ovocytes, ni sur les embryons. Et on revient à la double stimulation, où la qualité des blastos obtenus en phase lutéale est très très bonne. Et ce schéma de modèle de donneuse nous montre que la progestérone élevée, dans le top embryons, il n'y a pas de problème. Maintenant, que faire pour éviter une montée prématurée de la progestérone? Il y a des gens qui ont proposé des corticoïdes, mais ils ont un effet anti-inflammatoire. Ça peut gêner l'implantation qui demande un peu d'inflammation.
D'autres ont proposé des protocoles de stimulation, HMG plutôt que la FSH, les antagonistes à la place d'agonistes, step down plutôt que le step out. Mais en fait, tout ça, il n'y a pas de solution, mais on va. Et je crois qu'en fait, il faut se référer à la réserve ovarienne pour éviter de prolonger la stimulation. On a tendance à vouloir plus chez les femmes âgées, on augmente la FSH, chez les normorépondeuses, en volant plus d'ovocytes, chez les hyperrondeuses à verterie, mais en fait, en faisant ça, la progestérone va s'élever. Alors, pour répondre à la question, que faire devant une montée de progestérone? Déjà, se rassurer si la progestérone est inférieure à 1,7. Papa Nicolas a montré que les résultats sont bons. 2, changer de gonadotropine, ça ne change rien. Changer un transfert de blastoculture embryonnaire, ça ne change rien. Donc, le gold standard restera toujours le frisol, qui permet d'éliminer les encours de la progestérone et nous permet de faire une double stimulation. Je reviens à la double stimulation. Certains biologistes émettent des réserves sur les altérations épigénétiques, mais il n'y a pas de data à ce jour-là. Donc, je conclue très vite pour dire que la prévention d'une montée prématurée de progestérone au cours de stimulation ou le jour de la CG permet d'éviter une réduction des taux de grossesse. D'où l'importance de surveillance hormonale dans le cadre d'une individualisation de la stimulation ovarienne. Il faut individualiser. Chaque patiente doit avoir un protocole. Et en même temps, si on est en pleine stimulation, si on voit qu'il y a un problème, peut-être qu'il faut changer son protocole ou le corriger. Donc, la seule réponse à cette question, c'est la congélation des ovocytes ou des embryons. C'est la meilleure solution à ce jour. Et ainsi, le mécanisme d'augmentation de la progestérone n'est pas clairement élucidé, mais il convient de prévenir les conséquences déjà énoncées. Et merci pour votre attention. Merci Célestine pour ton topo très clair et effectivement, ça nous ramène à ce qu'on fait en amont. Parce que la problématique, elle est où? Elle est au niveau de notre stimulation. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Alors, si on suit la théorie de Vaughan 2017, le one and done, effectivement, on est obligé de stimuler beaucoup pour avoir beaucoup d'ovocytes pour congeler. Mais là, on va être confronté à une progestérone. C'est vrai que chez les hyperrépondeuses, on peut aller jusqu'à 2 nanogrammes. Mais la problématique, elle est plus complexe. Notre stimulation aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut en faire? Si on est un peu plus mild, on sait aujourd'hui, et c'est démontré, que si on raisonne en cumulatif Lifebird, il faut stimuler très fortement et que heureusement qu'on a entre nos mains la vitrification qui nous règle le problème, mais reste un problème débattu. Merci pour ton topo. Merci Asdine pour ton topo. Je pense qu'on est dans un contexte... Ah, je te dis merci d'abord. Donc je pense qu'on est dans un contexte où l'aide médicale à la procréation n'est pas prise en charge. Je pense qu'il faut réfléchir autrement. Quand on embarque un couple, je pense que la première étape, c'est de produire un embryon utile. Et après, on préparera un transfert utile. Et bien sûr, donc, il faut respecter le profil hormonal des patientes et la réceptivité de l'endomètre. Donc, produisons un embryon utile qui a un potentiel implantatoire correct et on préparera un transfert utile pour augmenter les chances d'implantation et aboutir à une grossesse. Bravo pour cette topo. Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de montrer, mais il faut également s'y méfier d'une progestérone basse, moins de 0,5 nanogrammes ml. Là, dans ces cas-là, oui, le frisol reste l'alternative pour éviter. Et il n'y a pas de... C'est exactement dans la même situation que la progestérone élevée dont tu as parlé. Donc, il faut se méfier haute ou basse. Les deux, ils ont le même effet. Parce qu'il y a un effet sur l'endomètre, non pas sur la qualité ovocytaire ou embryonnaire. Dans ces cas-là, le frise te permet de sauver la tentative. C'est pour ça que j'ai une question. Qui dose la progestérone la veille ou le jour de la CG?
Merci. Donc, si on te suit, mon cher Samir, il faut faire du frisol aux bonnes répondeuses. À progestérone basse. Il faut faire du frisol à tout le monde. Ah ben, non, mais... Non. Moi, je n'ai jamais lu un papier où il est écrit que la progestérone basse était délétère. D'accord? Je fais 3 heures de bibliographie par jour, je n'ai jamais lu ça. Non, bah d'accord, mais 2014, je sais pas, j'ai peut-être pas lu 2014, mais... non, non, franchement, Samir, non, non, non. Je ne crois pas qu'il y ait un papier sérieux qui ait montré que la progestérone basse soit délétère. Sinon, moi je veux bien te croire, sinon à ce moment-là, il faut faire du frisol à tout le monde.